Je m'appelle Wanda Walsh. J'ai 32 ans. Et, pendant 9 ans, ma famille a dit à tout le monde que j'étais serveuse. À chaque fête, à chaque anniversaire, et lors de chaque dîner de famille chez mes parents, à Ridgefield, dans le Connecticut. Ma mère me présentait aux invités de la même manière que l'on montrerait une tache sur le tapis, rapidement, discrètement, et avec des excuses dans la voix. Et mon père, un homme qui découpait la dinde avec plus d'émotion qu'il ne m'en a jamais montré, secouait la tête, et prononçait les mêmes mots, à chaque fois. Au moins, ta sœur a une vraie carrière. Il le disait à Thanksgiving. Il le disait à Pâques. Il le disait devant les voisins, les Henderson, mes cousins, et devant quiconque faisait l'erreur de demander ce que je faisais dans la vie. Ce que ma sœur a trouvé sur Google, à Noël dernier, a tout changé. Et les quelques mots que j'ai prononcés dans cet interphone, ma mère ne s'en est toujours pas remise. Avant de vous ramener là où tout a commencé, prenez, s'il vous plaît, un moment pour vous abonner, et laissez un j'aime. Et si vous m'écoutez en ce moment, indiquez votre ville et votre heure locale dans les commentaires. Je les lis absolument tous. Maintenant, laissez-moi vous ramener 9 ans en arrière, à la nuit où j'ai annoncé à ma mère que je quittais le programme d'études en commerce. Elle ne m'a pas adressé la parole pendant 11 jours. J'avais 23 ans, j'étais en 3e année à UConn, avec une majeure en administration des affaires. La voie de la sécurité, celle que ma mère, Diane, avait tracée pour moi, avant même que j'apprenne à conduire. Je me suis assise à la table de la cuisine, et je lui ai dit que je transférais mon dossier au New England Culinary Institute. Elle a reposé sa tasse de café si lentement, que cela n'a fait aucun bruit. « Tu veux cuisiner ?» a-t-elle dit. « Tu veux payer 4 ans de frais de scolarité, juste pour cuisiner ?» J'ai essayé de m'expliquer. Je lui ai parlé du stage que j'avais fait pendant l'été. Du chef, à New Haven, qui disait que j'avais de l'instinct, et de la façon dont le temps s'évaporait, quand je travaillais à mon poste. Le seul endroit dans ma vie où mon cerveau s'apaisait, et où mes mains savaient exactement quoi faire. Elle n'a rien voulu entendre. Tu peux cuisiner à la maison, Wanda. Moi, je cuisine à la maison. Ta grand-mère cuisinait à la maison. Ce n'est pas une carrière. Mon père, Gérald, est entré dans la cuisine, ce soir-là. Il est resté dans l'encadrement de la porte, les mains dans les poches. Il ne s'est pas assis. Ta mère a cumulé 2 emplois pour que vous puissiez aller à l'université, vous les filles, et toi, tu choisis les casseroles et les poêles. Ma sœur, Nadine, avait 27 ans, et occupait déjà depuis 2 ans un poste de coordinatrice marketing, dans un cabinet à Stanford. Elle est restée assise sur le canapé du salon, pendant tout ce temps, faisant semblant de regarder la télévision. Elle ne m'a pas défendu. Elle n'a pas dit un mot, mais j'ai surpris l'expression sur son visage, quand je suis passé devant elle. Ce n'était pas de la compassion. C'était du soulagement, car je venais de faire d'elle la seule fille de la famille dont il pourrait se vanter. J'ai rempli ma voiture, le lendemain matin. Maman a dit à la famille élargie que je prenais une année sabbatique. Elle ne pouvait même pas prononcer le mot « culinaire ». 2 ans plus tard, je me tenais dans la cuisine de préparation du Bellamy S, à Fairfield, dans le Connecticut, en train d'éplucher 15 kilos de courges buternues, à 5 heures du matin. Le Bellamy S était spécial. C'était un ancien bâtiment bancaire des années 1920, reconverti, avec des briques apparentes, des plafonds en étain d'origine, et une salle à manger de 68 couverts, qui sentait le beurre noisette et le romarin, dès 11 heures du matin. Une cuisine de la Nouvelle-Angleterre, de la ferme à la table, le genre d'endroit où les couples conduisaient 40 minutes pour le flétan, et revenaient la semaine suivante pour les travers de bœuf. Le propriétaire était Marcus Bellamy, 61 ans, un ancien marine, avec des mains comme des gants de baseball. Il dirigeait la cuisine avec discipline, et sans aucun sentimentalisme. Et il fut la première personne, dans ma vie, à me juger uniquement sur ce que je produisais. Un matin, après 6 mois à mon poste de commis de préparation, il m'a prise à part après le service. Walsh. Chef. Il m'a tendu un tablier de chef blanc. Propre, repassé, avec le logo du Bellamy S brodé sur la poitrine. Arrête de porter le tablier de préparation. Tu as mérité celui-ci. J'ai tenu ce tablier comme d'autres tiennent un diplôme. Je l'ai mis, juste là. J'ai noué les ficelles 2 fois, parce que mes mains tremblaient. Il sentait l'amidon, et les possibilités. Mon téléphone a vibré dans mon casier,
1 heure plus tard. Un SMS de ma mère. Nadine a été promue. Assistante chargée de compte. Je pensais juste que tu devais le savoir. Aucune question sur ma vie. Aucun suivi. Juste un bulletin d'information, sur la fille qui comptait. J'ai fixé le message pendant peut-être 10 secondes. Ensuite, j'ai remis mon téléphone dans le casier, et je suis retourné en cuisine. Le tablier est resté sur moi. Thanksgiving, de cette année-là. La salle à manger de mes parents, à Ridgefield. La longue table en chêne. La belle porcelaine. 12 personnes entassées, coude à coude. Mes parents, Nadine, l'oncle Henri, la tante Lorraine, 3 cousins, et les Henderson, de la maison d'à côté. Maman a fait les présentations comme elle le faisait toujours, bruyamment, et de manière stratégique. Tout le monde, vous vous souvenez de Nadine? Elle vient d'être promue chez MC Cormick & Tate. Applaudissements. Nadine a affiché son sourire d'entreprise. Et Wanda travaille dans un restaurant, à Fairfield. Elle a prononcé le mot « restaurant » comme on prononcerait le mot « éruption cutanée », comme si elle espérait que personne ne poserait de questions supplémentaires. Mon père découpait la dinde. Il ne m'a pas regardé, quand il l'a dit, au moins, ta sœur a une vraie carrière. La table a ri. Pas méchamment. De la façon dont les gens rient, quand une chose a été dite tellement de fois, qu'elle devient un meuble de la famille. Une blague sur laquelle tout le monde s'assoit, sans y penser. J'ai essayé. J'ai vraiment essayé. En fait, j'ai été promu. Je suis sous-chef, maintenant. Maman m'a coupé. C'est bien. Ma chérie, Nadine, parle à tout le monde de ce dîner client, à Manhattan. Et, juste comme ça, la conversation est passée à autre chose, comme si je n'avais pas parlé. Comme si, sous-chef, était un mot d'une langue, que personne à cette table ne prenait la peine d'apprendre. L'oncle Henri, le petit frère de mon père, a croisé mon regard, à l'autre bout de la table. Il était le seul à ne pas avoir ri. Il m'a fait un petit signe de tête, le genre de signe qui dit « je te vois ». Après le dîner, pendant que tout le monde regardait le football, il m'a trouvé dans la cuisine, en train de faire la vaisselle. Comment s'appelle le restaurant? Bellamies. Je passerai un de ces jours. C'est ce qu'il a fait. 3 semaines plus tard, il a commandé le flétan, a laissé un pourboire de 40%, et n'en a jamais parlé à personne. Les années se sont empilées comme des assiettes dans un bac à plonge, chacune plus lourde que la précédente. 3e année, je suis devenu chef de cuisine. J'ai appelé ma mère pour le lui annoncer. Elle a dit, tu es toujours dans cet endroit, et m'a ensuite demandé si je pouvais apporter un dessert, pour le dîner d'anniversaire de Nadine. 4e année. Le Bellamies a eu droit à un article dans le magazine du Connecticut. 3 paragraphes sur le menu dégustation. Mon nom imprimé. J'ai envoyé le lien à maman, par SMS. Elle n'en a jamais parlé. 5e année. Nadine est devenue directrice de clientèle senior. Maman a organisé un dîner. J'y ai assisté. J'ai apporté des fleurs. Papa m'a présenté au fils des Henderson, comme celle qui travaille dans la restauration. Il l'a dit comme on dirait, travaux d'intérêt général. Avec un soupçon d'excuse. Presque comme si c'était criminel. 6e année. Marcus Bellamy a eu 64 ans. Ses genoux lâchaient. Sa femme le voulait à la maison. Il m'a fait asseoir, après un service du vendredi soir, et m'a dit qu'il pensait à prendre sa retraite. Je veux te donner le droit de préemption, Walsh, sur le restaurant, et sur le bâtiment. Je lui ai demandé combien. Il a écrit un chiffre sur une serviette en papier, 4,7 millions. Je n'ai pas dormi, cette nuit-là. Je me suis assise dans mon appartement, un petit 2 pièces loué au-dessus d'un pressing, et j'ai fait des calculs sur un tableur, jusqu'à 2 heures du matin. Chaque Noël, entre-temps, suivait le même scénario. Les promotions de Nadine étaient célébrées. Ma carrière était tolérée. La famille élargie a appris à cesser de poser des questions sur moi, parce que les réponses mettaient ma mère mal à l'aise. Alors, j'ai arrêté de donner des réponses. J'ai arrêté d'essayer d'expliquer ce qu'était un sous-chef, ou un chef de cuisine, ou le chiffre d'affaires, ou la marge. J'ai arrêté de donner volontairement des informations, sur une vie dont aucun d'eux ne voulait entendre parler.
À la 7e année, je possédais quelque chose dont aucun d'eux ne connaissait l'existence, et je n'avais aucune intention de le leur dire. Marcus et moi avons conclu l'affaire en août. J'avais 29 ans. L'achat incluait le restaurant Bellamies, la cuisine, la salle à manger, et l'intégralité du bâtiment de 3 étages dans lequel il se trouvait. 4,7 millions d'euros. Je l'ai financé grâce à un prêt de la SBA, à cette année d'économie, à chaque centime que je n'avais pas dépensé pour mon loyer et mes courses, et à un investissement discret de l'oncle Henri, 200 000 euros, correctement documenté, avec une poignée de main, un contrat notarié. Et un homme qui a cru en moi, avant même que j'aie fait mes preuves. J'ai créé une SARL, le Walsh Hospitality Group. L'acte de propriété a été déposé au bureau du greffier du comté de Fairfield, sous le nom de la SARL. C'était un registre public. N'importe qui, avec un accès à Internet, pouvait le trouver. Personne, dans ma famille, n'a jamais cherché. La première chose que j'ai faite, en tant que propriétaire, a été de rénover le 2e étage, pour en faire un espace d'événement privé. Du parquet en bois massif, des baies vitrées du sol au plafond, une capacité de 80 places, et 8 000 euros la réservation. La deuxième chose que j'ai faite, a été d'agrandir la cave à vin. 200 bouteilles, à température contrôlée. La troisième chose que j'ai faite, c'est d'installer un nouveau système de sécurité, à l'entrée principale. Une caméra, et un interphone. Un petit écran, dans mon bureau, montrait quiconque se tenait devant la porte. Un bouton me permettait de leur parler, sans ouvrir. Rosa Gutiérrez, ma directrice de salle, âgée de 58 ans, et présente au Bellamies depuis bien avant mes débuts, était le seul membre du personnel à savoir que j'étais la propriétaire. Je le lui ai dit, le jour de la signature. Elle m'a dévisagé pendant 5 longues secondes. Tu as acheté tout le bâtiment. Elle a secoué la tête. Ma fille, et tu continues à débarrasser les tables, les soirs de grande affluence. J'ai haussé les épaules. Il faut bien que quelqu'un le fasse. L'acte était déposé. La SARL était enregistrée. Le bâtiment était à moi. Et, à 40 km de là, à Ridgefield, ma famille continuait de dire à tout le monde que j'étais serveuse. Rosa m'a posé, une fois, la question que tout le monde poserait plus tard, pourquoi tu ne leur dis pas, tout simplement? J'étais en train de réorganiser la réserve sèche. Les boîtes de tomates sans Marzano étaient alignées, par date de péremption. Je n'ai pas levé les yeux. Si je leur disais, qu'est-ce que ça changerait? Ils sauraient. Ils sauraient que je suis riche. Ils ne sauraient pas que je suis doué. Et cette différence compte, pour moi. J'avais fait le test, une fois. La 5e année. J'avais dit à ma mère que le restaurant était rentable. J'étais fier. Je voulais partager, avec elle, une petite part de cette réussite. Sa réponse, c'est bien, ma chérie, mais ce n'est pas une carrière. Nadine vient d'acheter un appartement, à Stanford. Un appartement, un 2 pièces que Nadine avait financé avec un prêt hypothécaire sur 30 ans et un garant, était brandi comme une preuve de réussite, alors que je dirigeais une entreprise qui dégageait 2 millions d'euros par an, et qu'elle appelait ça un passe-temps. C'est à ce moment-là que ma décision s'est endurcie. Leur fierté était conditionnelle. Elle exigeait un titre de poste, qu'ils pourraient répéter à l'église, sans gêne. Elle exigeait un salaire, qu'ils pourraient comparer à celui des enfants des voisins. Elle exigeait une vie, qui ressemblait à celle de Nadine. Je ne pouvais pas leur donner ça. Je ne le voulais pas. Alors, le silence est devenu ma stratégie. J'ai arrêté d'essayer de les impressionner. J'ai arrêté d'essayer de les éduquer. Je les ai laissés croire ce qu'ils voulaient. Et à chaque fête, à chaque dîner, à chaque roulement d'yeux, et à chaque hochement de tête, je classais l'information. C'était la preuve de ce qu'ils étaient, quand ils pensaient que je n'avais rien. Rosa a secoué la tête. Tu les testes. Oui. Et ils n'arrêtent pas d'échouer. À chaque fois. Elle a pris une boîte de tomates, et l'a rangée sur l'étagère, sans un mot. Elle comprenait. Certains tests ne servent pas à être réussis. Ils servent à savoir, exactement, où l'on se situe. La conversation de groupe a fait surface, par accident. Un mercredi, en mars. Mon téléphone a bipé. Une capture d'écran de Nadine, qui m'avait été envoyée par erreur.
Elle avait l'intention de la transférer à son amie Jess. La capture d'écran montrait une conversation de groupe, appelée « Walsh Femme ». 5 membres. Maman, papa, Nadine, tante Lorraine, et la cousine Margaret. Je n'y étais pas. Je n'y avais jamais été invité. Les messages visibles dataient de 3 jours plus tôt. Une discussion sur l'organisation de Pâques. Tante Lorraine, je pensais m'arrêter au restaurant de Wanda, après l'église, dimanche. Est-ce que c'est bien? Maman, Lorraine, s'il te plaît. C'est gênant. Elle va essayer de te servir, et en faire toute une histoire. Tante Lorraine, j'ai entendu dire que c'était, en fait, plutôt sympa. Maman, ne l'encourageons pas. Elle doit trouver un vrai travail, pas jouer à l'hôtesse dans un petit endroit, à Fairfield. Nadine avait ajouté l'émoji d'un pouce levé. Aucun mot, juste un pouce. Un accord, sans avoir à en assumer la responsabilité. Je me suis assise dans mon bureau, et j'ai lu ces messages 3 fois. L'acte encadré était accroché au mur, sur ma gauche. Le tablier de chef était accroché à côté. Les mots de ma mère brillaient sur l'écran, devant moi. Ne l'encourageons pas, un petit endroit. Jouer à l'hôtesse. J'ai sauvegardé la capture d'écran. Je n'ai pas répondu. Je n'ai confronté personne. Je n'ai pas envoyé de SMS à Nadine, pour lui demander pourquoi elle l'avait envoyé, ou pourquoi elle était d'accord. Je l'ai enregistré dans un dossier, sur mon téléphone. J'ai nommé le dossier, pour quand j'aurai besoin de me rappeler pourquoi. Et ensuite, j'ai posé mon téléphone dans le tiroir, j'ai noué mon tablier, je suis entré dans la cuisine, et j'ai dressé 63 couverts, ce soir-là, sans faire la moindre erreur. Le restaurant se moquait de l'opinion de ma mère, et moi aussi. Juin. Nadine est devenue vice-présidente du marketing, chez MC Cormick & Tate. Maman a organisé un grand dîner. Pas un simple dîner décontracté. Une véritable mise en scène. Des amuse-bouches de traiteurs. Une carte de menu imprimée, à chaque place. Des bougies qui sentaient la vanille, et le besoin de validation. 14 personnes autour de la table de la salle à manger. La famille élargie, les Henderson, 2 amis d'université de Nadine, et moi, assis entre la cousine Margaret, et la chaise vide où l'oncle Henri se serait trouvé, s'il n'avait pas prétexté un rhume. Maman s'est levée, avec un verre de vin blanc à la main. À Nadine, qui n'a jamais cessé de viser le sommet, notre étoile brillante. Elle a fait une pause, m'a regardé, et a souri, de la même manière que l'on sourit à un enfant qui a fait de son mieux, mais qui est tout de même arrivé dernier. Et à Wanda, nous t'aimons aussi, ma chérie. La table a applaudi. Pour Nadine, l'ajout me concernant n'a reçu qu'un murmure poli. Plus tard, près de la table des desserts, le cousin d'Eric m'a demandé ce que je devenais, ces jours-ci. Avant que je puisse répondre, mon père a surgi à côté de moi, la main sur mon épaule, une main dont le poids ressemblait à une sentence. Elle sert aux tables, a-t-il dit. Puis vint l'écho, ce refrain qui tournait en boucle depuis 9 ans. Mais au moins, sa sœur a une vraie carrière. Derek a ri. C'était plus facile, que de poser une question supplémentaire. De l'autre côté de la pièce, l'oncle Henri aurait cherché mon regard, et m'aurait fait ce petit signe de tête, mais il n'était pas là. Et en son absence, personne ne me voyait. 6 mois plus tard, il s'est produit quelque chose, qui a rendu ce dîner totalement insignifiant. Quelque chose que ma sœur a fait sur son ordinateur, à 23h47, 2 jours avant Noël, et qui a brisé 9 années de préjugés, comme une coquille d'œuf sur un plan de travail en marbre. À la 9e année, le Bellamy's figurait parmi les 20 meilleurs restaurants du Connecticut. Le Hartford Courant nous a consacré un article. Le magazine du Connecticut nous a nommé destination incontournable. Une blogueuse culinaire, avec 300 000 abonnés, nous a qualifié de secret le mieux gardé du Connecticut. J'ai ri, quand j'ai lu ça. Elle n'avait aucune idée, à quel point elle avait raison. L'espace événementiel, au 2e étage, était réservé 8 mois à l'avance. Des dîners d'entreprise, des répétitions de mariage, des galas de charité. 3 fonds d'investissement, à Greenwich, nous payaient des honoraires réguliers pour des dîners clients trimestriels, à 8 000 € par événement, en dépenses minimales. Chiffre d'affaires cette année-là, 2,1 millions d'euros. Je me versais un salaire de 85 000 €, un montant modeste à tous points de vue, et je réinvestissais le reste.
du nouveau matériel, des primes pour le personnel, et un programme d'abondement pour la retraite, pour tous ceux qui travaillaient avec nous depuis plus de 3 ans. Ma routine matinale ne changeait jamais. Déverrouiller le bâtiment, monter à mon bureau, jeter un coup d'œil à l'acte de propriété sur le mur, aux 4,7 millions en encre noire derrière un verre de musée, vérifier les réservations du jour, passer en revue la liste de préparation, et nouer le tablier. Rosa m'apportait un café à 6h30. Nous nous asseyions dans la salle à manger, avant l'arrivée du premier camion de livraison, et nous passions la journée en revue. « Tu diriges une entreprise de 2 millions d'euros, m'a-t-elle dit un matin, en remuant son café. Tes parents pensent que tu débarrasses les tables. C'est exact. Ça ne te dérange pas? Ça me dit tout ce que j'ai besoin de savoir sur eux. Elle a secoué la tête, mais elle souriait. T'es-tu, exactement comme Marcus. La fondation James Beard a présélectionné le Bellamy S, pour une nomination en demi-finale, ce printemps-là. Je n'en ai rien dit à ma famille. J'ai imprimé la notification, je l'ai encadrée, et je l'ai accrochée à côté de l'acte de propriété. Une autre preuve, que personne ne demandait à voir. L'article est paru en septembre. Dans le Fairfield County Business Journal. Un tour d'horizon des entreprises montantes de la région. Paragraphe 7, Walsh Hospitality Group SARL. La membre gérante, Wanda Monsieur Walsh, s'est imposée comme l'une des exploitantes de restaurants indépendants les plus florissantes du comté de Fairfield, avec pour fleuron le Bellamy S, établissement primé situé dans le centre-ville de Fairfield. Mon nom légal complet, imprimé, et indexé sur Google. Rosa a apporté l'article dans mon bureau, et l'a posé sur mon bureau comme une assignation à comparaître. Ta famille va voir ça. Ma famille ne lit pas le Fairfield County Business Journal. C'est sur Internet, Wanda. Une seule recherche. Elle avait raison. Une seule recherche, 5 mots tapés sur Google. C'est tout ce qu'il faudrait. Mon nom, la SARL, la valeur de la propriété, tout était étalé dans les registres du comté, auxquels n'importe qui pouvait accéder. Je suis resté assise devant cet article, pendant 1 heure, après le départ de Rosa. J'ai envisagé d'appeler ma mère, de le lui annoncer moi-même, selon mes propres termes, avec ma propre voix, sans le filtre des algorithmes de Google ou des bases de données du comté. Mais ensuite, je me suis souvenu de la conversation de groupe. Ne l'encourageons pas, un petit endroit. Non, je leur avais donné, pendant 9 ans, des occasions de me poser une vraie question sur ma vie, de chercher le restaurant sur Google, de venir me rendre visite, de se pointer un mardi et de commander le flétan comme l'avait fait l'oncle Henri, discrètement, sans arrière-pensée. Ils avaient choisi de ne pas le faire. L'article reposait sur Internet, tel une bombe à retardement numérique, avec mon nom légal complet attaché, attendant que quelqu'un de ma famille tombe dessus. Je suis retourné dans la cuisine. J'avais 64 couverts ce soir-là, et un nouveau sous-chef à former. La bombe pouvait attendre. Ma mère ne se contentait pas d'ignorer ma carrière. Elle gérait activement le discours qui l'entourait. La femme de l'oncle Henri, Beth, m'a raconté la conversation qu'elle avait eue à l'église. Elle l'avait surprise, après l'office du dimanche, alors qu'elle se tenait sur le parking. Une femme de la paroisse a interrogé Diane, au sujet de ses filles. Oh, Wanda. Elle va bien. Elle aime le secteur de la restauration. Pause. Sourire. Certaines personnes sont simplement faites pour ça. Faites pour ça. Comme si j'appartenais à une autre espèce. Programmée pour porter des assiettes, au lieu de porter des titres. Beth m'a appelé cet après-midi-là. J'ai pensé que tu devrais savoir, ce que dit ta mère. Je l'ai remerciée. Je n'ai pas appelé ma mère. Il n'y avait rien à ajouter, que l'acte accroché à mon mur n'ait déjà hurlé plus fort. Puis, est arrivée la carte de Noël. Chaque année, maman envoyait une carte avec une photo de famille. Cette année-là, la photo provenait du dîner de promotion de Nadine, celui avec les amuse-bouches de traiteur, et les menus imprimés. 14 personnes, souriant autour de la table. J'étais sur la photo originale. Je le sais, parce que Nadine l'avait publiée sur Instagram. Mais sur la carte que maman avait envoyée à la famille élargie, j'avais été recadré, coupé au niveau du coude. Le cadre avait été resserré, pour mettre Nadine en évidence, au premier plan, et au centre, avec maman et papa l'entourant, tels de fiers serre-livres. J'ai vu la carte chez l'oncle Henri.
Il l'avait affiché sur son frigo, et il avait dessiné une flèche au marqueur, pointant vers le bord recadré, à côté de laquelle il avait écrit « Wanda était là ». Il m'a surprise, en train de la fixer. « Ta mère se sentira très stupide, un jour », a-t-il dit. Et je compte bien être dans la pièce, quand ça arrivera. J'ai failli le lui dire sur le champ, failli. Mais le test n'était pas terminé, et il n'avait pas encore cessé d'y échouer. Ma vie, en dehors du restaurant, était modeste, délibérément modeste. J'avais converti le 3e étage du bâtiment en un studio, d'environ 65 mètres carrés. Une chambre, une salle de bain, et une cuisine que je n'utilisais presque jamais, parce que je mangeais au restaurant. Des étagères tapissaient chaque mur. Des livres de cuisine, des manuels de gestion d'entreprise, et une quantité surprenante de poésie. Un chat recueilli, nommé Percy, vivait sur le rebord de la fenêtre. Un chat tigré roux, à qui il manquait la moitié d'une oreille, et que j'avais trouvé derrière la benne à ordures, lors de ma première année en tant que chef de cuisine. Elle ne jugeait pas mes choix de carrière. Je faisais des rencontres de temps en temps. Un entrepreneur qui avait rénové l'espace événementiel, un sommelier d'un restaurant de New Haven. Rien n'a duré, non pas parce qu'il y avait un problème avec eux, mais parce que le restaurant consumait chaque heure que j'étais disposé à donner, et j'étais disposé à en donner beaucoup. Le restaurant est ma seule histoire d'amour, pour le moment, ai-je dit à Rosa, quand elle m'a demandé pourquoi je n'amenais jamais personne à la fête de Noël du personnel. Elle m'a pointé du doigt, avec un couteau à pain. Ce n'est pas sain, a déclaré la femme qui était mariée au Bellamies, depuis bien avant ma naissance. Elle a reposé le couteau. Touché. J'appelais l'oncle Henri, tous les dimanches. Il était le seul fil qui me reliait à la famille, sans le fardeau de la performance. Nous parlions de baseball, de son jardin, du restaurant. Il ne m'a jamais poussé à le dire à mes parents. Ils comprenaient. Certains soirs, je me tenais sur le toit de mon immeuble, sur l'escalier de secours du 3e étage, et je regardais le centre-ville de Fairfield, le clocher de l'église, la quincaillerie, le parc où les marchands du marché fermier s'installaient, tous les samedis. J'ai construit ça. La pensée est venue, calme et certaine. Personne ne me l'a offert. Personne ne croyait même que j'en étais capable. Et, d'une certaine manière, cela rendait la chose encore plus belle. Pâques, chez mes parents. Je suis venu directement après le service du brunch, parce que je ne trouvais aucune raison de dire non, et que j'étais à court d'excuses. Je portais mon tablier de chef sous ma veste. Le blanc. Avec le logo du Bellamies, sur la poitrine. Je n'avais pas eu le temps de me changer. Maman l'a repéré, dès l'instant où j'ai franchi la porte. Ses yeux se sont posés sur le tablier, de la même manière qu'un détecteur de métaux repère une mine antipersonnelle. Dis-moi s'il te plaît que tu ne portes pas ça ici. Je viens directement du travail, maman. Enlève ça. Les Henderson vont arriver, et je ne veux pas qu'ils pensent. Elle s'est arrêtée, mais la phrase s'est achevée d'elle-même, dans le silence qui nous séparait. Tu ne veux pas qu'ils pensent que ta fille travaille avec ses mains. Nadine arrangeait des fleurs, sur la table de la salle à manger. Elle a ri. Maman, détends-toi. C'est juste un tablier. Mais le visage de Diane exprimait tout ce que les mots taisaient. Le tablier était une preuve. Le tablier était la chose qu'elle avait passé 9 ans à essayer de nier. Il sentait le travail, l'effort, un choix qu'elle ne me pardonnerait jamais d'avoir fait. Je l'ai retiré, je l'ai plié soigneusement, et je l'ai posé sur le plan de travail de la cuisine, à côté de la corbeille à pain. Je n'ai pas protesté. Je n'ai pas donné d'explication. Je l'ai simplement enlevé, j'ai rejoint la table, j'ai mangé du jambon, et j'ai répondu aux questions sur la météo. Quand je suis rentré chez moi, ce soir-là, je n'ai pas commencé par accrocher ma veste. J'ai commandé un nouveau tablier, du même style, avec le même logo, et j'ai accroché l'ancien dans mon bureau, au restaurant, juste à côté de l'acte de propriété encadré. Ma mère voulait qu'il disparaisse de mon corps. Je lui ai offert un mur. L'email est arrivé un mardi d'octobre, 3 semaines avant Thanksgiving. Il venait de Margaret, la fille de tante Lorraine, ma cousine issue de Germain. Elle et moi n'étions pas proches. Nous échangions des SMS pour nos anniversaires, et rien de plus. Mais Margaret était le genre de personne à transférer des messages, sans vérifier la liste des destinataires. Et ce mardi-là, précisément, elle m'a transféré une chaîne de mai,
qui n'était absolument pas destiné à mes yeux. Objet, TR, organisation de Thanksgiving. Elle avait l'intention de l'envoyer à son mari, Dave. Au lieu de cela, elle me l'a envoyé. Contact par ordre alphabétique. Walsh, Dave. Walsh, Wanda. Je l'ai ouvert, à mon bureau. Percy dormait sur l'imprimante. L'acte sur le mur, le tablier à côté, la chaîne de messages se déroulait entre 3 personnes. Ma mère, Nadine, et tante Lorraine. Diane, mais Wanda à la table des enfants. Je sais qu'elle a 32 ans, mais franchement, elle me fait honte devant les Henderson. L'année dernière, Gérald a dû expliquer 2 fois ce qu'elle fait. Si quelqu'un demande, dis simplement qu'elle est dans l'hôtellerie-restauration. Ça fait moins pathétique. Nadine, dans l'hôtellerie-restauration. Maman, tu es terrible, mais tu as aussi un peu raison. Tante Lorraine, Diane, c'est ta fille, Diane. Et je l'aime. Mais aimer quelqu'un ne signifie pas que je doive faire semblant que ses choix ne sont pas décevants. Je l'ai lu 3 fois, lentement. De la même façon que l'on lit un verdict. Pathétique. Gênante. Décevante. Écrit dans un email sur le plan de table, entre la femme qui m'a donné la vie, la sœur qui a grandi à mes côtés, et la tante qui avait au moins eu la décence de s'y opposer. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai appelé personne. Je n'ai pas tapé de réponse. J'ai pris une capture d'écran, je l'ai sauvegardée dans le dossier de mon téléphone, celui nommé, pour quand j'aurai besoin de me rappeler pourquoi. Puis j'ai fermé ma boîte mail, j'ai pris Percy dans mes bras, et je suis descendu. J'avais 81 couverts ce soir-là. Le risotto devait être terminé. Le monde continuait de tourner, et je le faisais tourner, de mes propres mains. Elle a écrit, pathétique. Ma propre mère, dans un email sur le plan de table de Thanksgiving. Si vous avez déjà lu quelque chose sur vous, que vous n'étiez jamais censé voir, quelque chose qui balayait toutes les excuses que vous leur aviez trouvées, vous savez exactement ce que j'ai ressenti, assis sur cette chaise de bureau. Laissez un commentaire, si vous avez déjà vécu cela. Et si cette histoire vous parle en ce moment, le bouton d'abonnement est juste là. Je suis allé à Thanksgiving. Je me suis assise à la table des adultes. Ils n'avaient pas mis à exécution le plan de la table des enfants. Trop évident, peut-être. Ou peut-être que la tante Lorraine avait insisté davantage, que ce que montrait l'email. Quoi qu'il en soit, j'étais assise entre papa et mon cousin Derek, juste en face de Nadine, avec une vue dégagée sur maman, en bout de table. J'avais apporté le dessert. De la crème brûlée, faite le matin même, au restaurant. Des ramequins individuels, caramélisés à table par mes soins, avec un chalumeau de cuisine que j'avais apporté dans mon sac. Tout le monde a été conquis. Où as-tu acheté ça? A demandé maman, inspectant sa part comme si elle pouvait être empoisonnée par l'ambition. Je les ai faites. Une pause. La plus brève lueur de quelque chose, sur son visage. De la surprise, peut-être? Ou la plus infime reconnaissance, que la fille qu'elle qualifiait de pathétique pouvait produire quelque chose de beau. C'est bon. Elle a posé sa cuillère. Tu devrais en faire pour la pendaison de crémaillère de Nadine. Et voilà. Même le compliment était détourné, au profit de Nadine. Même la reconnaissance s'accompagnait d'une réorientation. Tu es assez doué pour servir mon autre fille. Tu es un personnel de soutien, au sein de ta propre famille. J'ai souri. Je n'ai rien dit à propos de l'email. Je n'ai pas cherché la confrontation. Je n'ai donné aucun signe. J'ai mangé de la dinde, j'ai répondu à des questions polies, et j'ai aidé à faire la vaisselle après, debout devant ce même évier où j'avais été invisible pendant 9 ans. Margaret, la cousine qui avait envoyé l'email, était assise à l'autre bout de la table. Elle n'a pas croisé mon regard une seule fois. Elle savait. Je savais qu'elle savait. Et cette compréhension mutuelle et silencieuse flottait dans l'air, entre nous, comme la fumée d'un chalumeau qui avait déjà fait ses dégâts. Je suis rentré chez moi à 21h. Le restaurant était plongé dans le noir. Percy m'attendait à la porte. Je n'avais pas besoin qu'il sache que je l'avais lu. J'avais juste besoin de me rappeler ce que je valais pour eux, sans l'acte de propriété. Nadine a commencé à craquer vers le mois de décembre. Je l'ai appris par l'oncle Henri, en premier. Son entreprise, MC Cormick & Tat,
était en pleine restructuration. Le pôle marketing, son pôle, était en cours d'évaluation pour l'efficacité opérationnelle. Le jargon d'entreprise pour parler de licenciement. Vice-présidente du marketing est un titre qui semble invincible, jusqu'à ce que l'entreprise décide que le marketing est un centre de coût. Alors, cela devient la chaise la plus chère où s'asseoir, quand la musique s'arrête. Au dîner de famille suivant, un dimanche, à la mi-décembre, Nadine était différente. La performance était toujours là, mais l'intensité avait baissé. Elle riait aux blagues de maman avec un temps de retard. Elle s'est versé son deuxième verre de vin, avant même que quiconque ait terminé son premier. Maman compensait. Quand maman sentait une faiblesse chez son enfant prodige, elle redoublait d'efforts sur le récit. Nadine dirige une campagne de rebranding majeure en ce moment. Elle est absolument indispensable à l'entreprise. Nadine ne l'a pas corrigée, mais j'ai vu sa mâchoire se crisper, au mot « indispensable ». J'observais ma sœur de l'autre côté de la table, et j'ai ressenti quelque chose d'inattendu. De la compassion. Pas pour ce qu'elle m'avait fait. L'emoji pouce en l'air, la réponse amusée, les années passées à accepter des éloges qui étaient bâtis sur mon rabaissement. Mais pour la cage dans laquelle elle se trouvait. Maman nous avait toutes les deux enfermées dans des cages. La mienne était la cave. De faibles attentes, aucune visibilité, et la liberté qui vient avec le fait d'être oublié. Celle de Nadine était le piédestal. Des attentes élevées, une visibilité totale, et la prison qui vient avec le fait d'être la seule preuve que votre mère a échappé à la pauvreté. Pour la première fois, je me suis demandé si Nadine ne jouait pas un rôle, elle aussi, et si ce sourire d'entreprise n'était pas autant destiné à maman, qu'à LinkedIn. Mais je n'ai pas eu le temps de m'apitoyer sur le sort de ma sœur. Parce que, 6 semaines plus tard, elle allait faire quelque chose sur son ordinateur, qui changerait notre famille, de façon permanente. Le magazine du Connecticut a publié sa liste annuelle des meilleurs établissements, en décembre. Le Bellamy a remporté le prix du meilleur restaurant du comté de Fairfield. Pas présélectionné, ni nominé, mais lauréat. La rédaction a envoyé un photographe. Elle a passé un après-midi à photographier la salle à manger, la cuisine, et l'espace événementiel. Elle a pris un portrait de moi, debout devant le mur de briques, les bras croisés, le tablier noué, sans sourire, le regard simplement assuré. Le numéro est sorti en kiosque, la 2e semaine de décembre. Mon visage, en page 47, et mon nom, dans la légende, Wanda Walsh, chef propriétaire, Bellamy. Rosa a apporté 2 exemplaires au restaurant. Elle en a mis un dans la vitrine, et a fait glisser l'autre sur mon bureau. Tu es dans le journal, a-t-elle dit. Et ta mère ne sait toujours pas que l'endroit t'appartient. C'est exact. C'est soit le meilleur visage de joueur de poker de l'histoire, soit la chose la plus triste que j'ai jamais vue. Pourquoi pas les deux? Ce vendredi-là, j'ai fermé le restaurant plus tôt, et j'ai offert le dîner à tout le personnel, 12 personnes, assises à notre meilleure table. Rosa a porté un toast, à la patronne qui ferme encore la cuisine elle-même. Tout le monde a levé son verre, le plongeur, Marco, qui était avec nous depuis 7 ans, les cuisiniers de ligne, Damon et Priya, qui faisaient des doubles services chaque week-end, sans se plaindre, le nouveau sous-chef, Jem, qui apprenait ce que j'avais appris de Marcus. Qu'une cuisine est une méritocratie, que c'est le travail qui sert de preuve. C'étaient eux, les personnes qui me connaissaient. Pas comme une serveuse, pas comme une déception, pas comme la fille qui avait fait le mauvais choix, mais comme la personne qui avait construit quelque chose valant la peine d'être construit. Le 23 décembre, 2 jours avant Noël, c'est la nuit où ma sœur a finalement décidé de taper 5 mots dans une barre de recherche. Le dîner du réveillon de Noël, chez mes parents, la mise en scène annuelle. Maman s'était surpassée. Une nouvelle nappe, des guirlandes dans l'escalier, et un centre de table qui coûtait probablement plus cher que mon premier mois de loyer. Les Henderson étaient là, bien sûr, tout comme tante Lorraine, Margaret, le cousin d'Eric, et l'oncle Henry, qui s'était remis de cette maladie stratégique, qui l'avait tenu éloigné du dîner de la vice-présidente. Nadine co-animait la soirée. Elle évoluait au sein de la fête comme une femme qui avait été formée au réseautage, depuis sa naissance. Poignée de main, sourire, pivot, et on recommence. Elle s'était lissé les cheveux, et portait une robe qui coûtait plus cher que mon meilleur ensemble de couteaux. Pendant les amuse-bouches, la femme de Monsieur Henderson, Claire, s'est tournée vers moi. Wanda,
quel est le nom du restaurant où tu travailles? Mon club de lecture cherche un endroit sympa. Le Bellamy's, à Fairfield. Simple. Aucune fioriture, aucun argumentaire de vente, aucun appel désespéré à la reconnaissance. Maman est apparue à mon coude, comme un réflexe. C'est un charmant petit endroit. Sa voix avait la texture d'un compliment, étiré par-dessus une fin de non-recevoir. Wanda s'y plaît bien. Elle m'a tapoté le bras. De la même manière que l'on tapote le bras d'un enfant qui a dessiné un dessin, que l'on va jeter à la poubelle, dès qu'il aura quitté la pièce. Nadine était à l'autre bout de la pièce, en train de se resservir du vin. Mais je l'ai vue s'arrêter. Elle avait entendu le nom Bellamy's. Quelque chose a vacillé dans son regard. De la reconnaissance, ou peut-être un esprit de compétition. Cette démangeaison si particulière, qui survient quand on entend un mot que l'on n'arrive pas à situer, et que l'on a besoin de chercher. Le dîner s'est poursuivi. Je suis parti à 22h. Joyeux Noël à tous. Je rentrais chez moi par la Merritt Parkway, quand mon téléphone s'est allumé, sur le siège passager. Appel de Nadine. Je l'ai laissé sonner. 23h47, la nuit du réveillon de Noël. Nadine était assise sur son lit d'enfant, dans la chambre d'amis chez mes parents. L'ordinateur portable ouvert sur ses genoux. Je n'étais pas là. Je n'ai pas vu la scène se dérouler, mais je sais exactement comment ça s'est passé, parce que Nadine me l'a raconté plus tard, et parce que les résultats de recherche ne mentent pas. Elle a tapé « Bellamy's Fairfield, Connecticut ». Le premier résultat était notre site web, un design épuré, des photos professionnelles, et les badges de récompense alignés en haut de la page. Le genre de site qui n'appartient pas à un charmant petit endroit. Le deuxième résultat était le magazine du Connecticut, meilleur restaurant du comté de Fairfield. Ma photo, mon nom. Le troisième résultat était le Fairfield County Business Journal, la Walsh Hospitality Group SARL, l'une des exploitations de restaurants indépendants les plus florissantes du comté de Fairfield. Le quatrième résultat était le bureau du greffier du comté de Fairfield. Registre foncier, propriétaire du bâtiment, Walsh Hospitality Group SARL, membre gérante, Wanda Monsieur Walsh. Valeur estimée, 400 000 €. Nadine m'a dit que ses mains tremblaient tellement, qu'elle s'est trompée 3 fois de mot de passe, sur le portail des registres fonciers. Elle a appelé maman. Il était 23h53. Wanda possède le restaurant. Quoi? Elle le possède. Le restaurant, et le bâtiment. C'est impossible. Elle est serveuse. Maman, son nom est sur l'acte de propriété. Le bâtiment tout entier. Il vaut 4,7 millions €. Silence. Le genre de silence qui s'étire à travers les lignes téléphoniques, et qui emplit les pièces d'une pression que l'on peut ressentir jusque dans les dents. La voix de Gérald, depuis la chambre, que se passe-t-il? Diane ne lui a pas répondu. Elle était déjà en train de décrocher son manteau du porte-manteau, près de la porte d'entrée. Habille-toi, a-t-elle dit. Nous allons à Fairfield. J'étais au restaurant, quand ils ont quitté Ridgefield. Le réveillon de Noël, après minuit. Le Bellamy's était fermé pour les fêtes, mais j'étais là quand même, à faire ce que je faisais toujours quand le monde devenait trop bruyant. Je suis allé dans la cuisine, faire l'inventaire, les préparations, trouvant ce réconfort si particulier à compter des choses, qui restaient là où on les avait mises. Mon téléphone était posé sur le comptoir de préparation. 3 appels manqués de Nadine, 2 de maman, un SMS de mon père, il faut qu'on parle. 4 mots qui n'ont jamais rien présagé de bon, dans toute l'histoire de la langue. Je n'ai pas répondu. Je me suis assise sur mon tabouret de préparation, et j'ai regardé autour de moi dans la cuisine. Les comptoirs en acier inoxydable, la chambre froide qui bourdonnait, le râtelier de casseroles en cuivre que Marcus avait laissé en prenant sa retraite, parce qu'il disait qu'elles appartenaient au bâtiment, et non à lui. Je savais ce qui allait se passer. Une part de moi l'avait toujours su. La bombe, sur Internet, tic-taquait depuis des mois. L'article, l'enregistrement de la SARL, les registres fonciers, tout était là, attendant que quelqu'un de ma famille s'en soucie suffisamment, pour y jeter un coup d'œil. J'ai envoyé un texto à Rosa. Joyeux Noël, patronne, avait-elle écrit, 1 heure plus tôt. Quoi qu'il arrive demain, c'est toi qui as construit ça. Je lui ai répondu, Joyeux Noël,
et je crois que c'est en train d'arriver ce soir. Percy dormait sur ma chaise de bureau, à l'étage. L'acte de propriété était sur le mur. Le tablier était accroché à côté. L'écran de l'interphone montrait le trottoir vide, à l'extérieur. Je me suis fait une tasse de café. Un décaféiné. Je me suis assise dans mon bureau, et j'ai attendu. À minuit 14 du matin, l'interphone a bourdonné. Je n'ai pas tressailli. J'ai regardé l'écran. 3 silhouettes sur le trottoir, dans le froid, regardant fixement un bâtiment qu'ils n'avaient jamais pris la peine de visiter. La caméra de sécurité les montrait en noir et blanc, mais je n'avais pas besoin de couleur pour lire sur leur visage. Diane se tenait la plus proche de la porte. Elle portait toujours sa robe du réveillon de Noël, vert sapin, des perles, des talons, avec son manteau d'hiver jeté par-dessus, comme après coup. Ses cheveux étaient légèrement défaits. Elle n'avait pas pris le temps de les arranger, avant de monter dans la voiture. Gérald se tenait un pas derrière elle, les mains dans les poches de sa veste. Sa posture disait ce que sa bouche ne disait pas. Il ne voulait pas être là. Il voulait être dans son lit. Mais Diane en avait décidé autrement, et Gérald avait suivi. Nadine était la plus en retrait. Elle tenait son téléphone au niveau de la taille, l'écran brillant toujours du registre foncier, qu'elle avait trouvé 40 minutes plus tôt. Son visage était pâle, même dans les nuances de gris de la caméra. Le bâtiment semblait différent, la nuit. La façade en pierre accrochait la lumière des lampadaires. Les fenêtres restaurées brillaient faiblement, grâce aux lumières d'accentuation que je laissais allumer par mesure de sécurité. Sur la plaque en laiton, près de la porte, on pouvait lire « Bellamy S, fondé en 2009 », en lettres majuscules. C'était, à tous égards, un magnifique bâtiment. Le genre de bâtiment qui vous fait vous arrêter sur un trottoir, pour vous demander à qui il appartient. Ma mère a appuyé sur le bouton de l'interphone. Le buzzer a retenti dans mon bureau. Wanda. Wanda, ouvre cette porte. Je l'ai regardé sur l'écran. 3 personnes que j'avais aimées toute ma vie, debout devant mon immeuble, levant les yeux vers une chose dont ils avaient passé 9 ans à me dire, qu'elle n'avait aucune importance. Elle a appuyé de nouveau sur le bouton. Wanda. J'ai posé mon café. J'ai mis ma main sur le bouton de l'interphone. Mon pouce y est resté posé pendant 3 secondes. Puis j'ai attendu. Je les ai laissés sonner encore 2 fois. Et ensuite, j'ai appuyé sur le bouton. 3 personnes sur un trottoir, à minuit, la veille de Noël. Levant les yeux vers un bâtiment, dont ils disaient à tout le monde qu'il ne valait pas la peine d'être visité. Fixant un nom sur un registre de propriété, dont ils disaient à tout le monde qu'il n'avait pas d'importance. Si vous savez ce que l'on ressent quand on est sous-estimé par les personnes qui étaient censées croire en vous en premier, cette prochaine partie est pour vous. Restez avec moi. Je me suis levé de mon bureau, j'ai lissé mon pull, et j'ai repoussé ma chaise. Le tablier était sur le mur. Le même tablier de chef blanc que ma mère m'avait dit d'enlever, à Pâques. Je l'avais lavé, je l'avais repassé, et je l'avais accroché dans un cadre noir tout simple. Ce n'était pas de l'art. Ce n'était pas un trophée. C'était un témoignage. La preuve que la chose qu'elle trouvait la plus embarrassante chez moi, était celle dont j'étais la plus fière. L'acte de propriété était accroché à côté. 4,7 millions d'euros de valeur estimée. De l'encre noire sur du papier crème, derrière un verre de musée. Mon nom, sur la ligne du membre gérant. Walsh Hospitality Group SARL. Je n'ai pas répété ce que j'allais dire. Je n'ai pas préparé de discours. Je n'ai pas fantasmé sur leurs expressions, ni pratiqué de répliques dévastatrices devant le miroir. Ce n'est pas qui je suis. Ce n'est pas la personne que ce restaurant m'a appris à être. J'ai simplement respiré, compté jusqu'à 4 à l'inspiration, compté jusqu'à 4 à l'expiration, comme je le faisais avant chaque service du soir, de la manière que Marcus m'avait enseigné. Puis j'ai descendu le couloir, j'ai passé l'espace événementiel avec ses parquets et ses suspensions lumineuses, j'ai descendu les escaliers, j'ai traversé la cuisine, ma cuisine, où l'acier inoxydable reflétait les lumières des sorties de secours, dessinant de fines lignes vertes sur les comptoirs. J'ai traversé la salle à manger, ses 68 places, ses briques apparentes, les récompenses sur les murs, les tabourets de bar en laiton, la carte des vins et ses reliures en cuir, jusqu'à la porte d'entrée. L'écran de l'interphone les montrait, toujours planté là. Diane avait les bras croisés.
Gérald regardait le sol. Nadine lisait quelque chose sur son téléphone. J'ai posé ma main sur la poignée de la porte. Je ne l'ai pas encore ouverte. À la place, j'ai appuyé sur le bouton de l'interphone. Ma voix a résonné dans le haut-parleur. Calme et claire. La même voix que j'utilisais pour annoncer les commandes, pendant le coup de feu du vendredi soir. Que voulez-vous? Diane a brusquement relevé la tête. Elle a regardé directement la caméra. Wanda, ouvre cette porte tout de suite. Nous avons vu ce que Nadine a trouvé. Est-ce que tu possèdes cet endroit? Que veux-tu, maman? Je veux entrer. Je veux comprendre ce qui se passe. Il ne se passe rien. C'est ici que je travaille. C'est ce que je fais. C'est juste que tu n'as jamais posé la question. Gérald s'est avancé. Sa voix était plus douce, à travers l'interphone. Wanda, ouvre simplement la porte. Nous devons parler. Vous avez eu 9 ans pour parler. Vous les avez utilisés pour dire à tout le monde que j'étais serveuse. J'ai laissé cette phrase faire son effet. L'interphone a grésillé faiblement, dans l'air glacial. Personne, sur le trottoir, n'a bougé. Nadine a pris la parole en dernier, doucement. La voix de vice-présidente avait disparu. Il y avait quelque chose de plus jeune, en dessous. Wanda, s'il te plaît, laisse-nous juste entrer, 7 secondes. Je les ai comptés de la même manière que je comptais les temps de préparation, et les délais d'attente des bons de commande. 7 secondes de silence, sur un trottoir de décembre, à minuit 20. Ensuite, j'ai tendu la main vers la poignée, et j'ai ouvert la porte. L'air de décembre m'a frappé, avec son odeur de gaz d'échappement, de givre, et de parfum de ma mère. Chanel numéro 5, le même qu'elle portait à chaque dîner de fête, depuis 20 ans. Ils se tenaient sur le pas de la porte, comme des étrangers. Les yeux de ma mère balayaient déjà la salle à manger derrière moi, cataloguant, calculant, et révisant 32 années de préjugés, en temps réel. Entrez, ai-je dit. Ils ont pénétré dans un bâtiment devant lequel ils étaient passés en voiture une douzaine de fois, sans jamais s'arrêter pour y entrer. J'ai fermé la porte derrière eux. Je leur ai fait faire la visite. La même que j'avais faite pour le magazine du Connecticut. La salle à manger d'abord. Le parquet ciré. Les suspensions. Les nappes blanches empilées sur la console de service. Les plaques de récompense sur le mur. Meilleur restaurant. Comté de Fairfield. Demi-finaliste James Beard. Noté par le guide Zaga. Diane a touché le dossier d'une chaise. Elle ne s'est pas assise. Ses doigts ont effleuré le bois, comme si elle vérifiait la présence de poussière. La cuisine. Ensuite. Du matériel professionnel, 2 fourneaux à 6 feux, une planche à, 3 fours à chaleur tournante, la chambre froide avec ses étiquettes d'inventaire écrites de ma main, le passe-plat où j'annonçais les commandes, chaque soir. C'est à moi, ai-je dit simplement, comme si je constatais la météo. Jusqu'à la cave à vin. 214 bouteilles, à température et humidité contrôlée. Une collection de Bourgogne que je constituais depuis 2 ans. Jusqu'à l'espace événementiel. Des baies vitrées du sol au plafond, surplombant la place de la ville. Une capacité de 80 places, et des réservations complètes jusqu'en septembre prochain. Gérald s'est arrêté devant un article encadré, sur le mur. Le magazine du Connecticut. Ma photo. Mon nom, en tant que chef propriétaire. Sa voix s'est brisée. Depuis combien de temps? 3 ans comme propriétaire. 9 ans au total. 3 ans. La voix de Diane était fluette. Tu possèdes cet endroit depuis 3 ans, et tu ne l'as jamais. Elle n'a pas terminé sa phrase, car il n'existait aucune version de cette phrase, qui ne répondait pas à sa propre question. Nadine était pâle. Elle se tenait près des fenêtres de l'espace événementiel, son reflet flottant au-dessus de la place obscure de la ville. Je pouvais la voir faire le calcul. Salaire de vice-présidente contre propriétaire d'immeubles, titre en entreprise contre 4,7 millions de biens immobiliers estimés. Le calcul n'était pas en sa faveur, et elle le savait. Je n'ai rien dit de plus. J'ai laissé le bâtiment parler. Il parlait depuis 3 ans. C'est juste qu'il n'avait pas écouté. Mon bureau était la dernière étape. Une petite pièce,
un bureau bien rangé, un ordinateur, une étagère avec des livres de gestion et des livres de cuisine empilés sans ordre précis. Le panier de persil dans un coin, vide. Elle se cachait sous le bureau, nullement impressionnée par les visiteurs. Sur le mur, 2 objets. L'acte de propriété, encadré de noir, 4,7 millions. Mon nom, et le tablier. Le tablier de chef blanc que ma mère m'avait dit d'enlever, à Pâques. Celui dont elle disait qu'il lui faisait honte. Celui qu'elle ne supportait pas de voir exposé aux yeux des Henderson, encadré, et accroché à côté de l'acte. 2 morceaux de qui j'étais, l'un en papier, l'autre en tissu. Diane fixait l'acte de propriété. J'ai observé ses yeux balayer le document, la description de la propriété, la valeur estimée. Membre gérante, Wanda Monsieur Walsh. Son téléphone a glissé de sa main, et a heurté le sol. L'écran s'est fissuré en forme de toile d'araignée, sur toute la surface du verre. Personne ne l'a ramassé. Quand as-tu, a-t-elle commencé? Il y a 3 ans. Marcus a pris sa retraite. J'ai acheté le restaurant, et le bâtiment. Le bâtiment. Sa voix n'était qu'un murmure. Le bâtiment tout entier. Les 3 étages. Gérald se tenait sur le pas de la porte. Il n'était pas entré dans la pièce, comme si le bureau était une salle d'audience, et qu'il n'était pas sûr d'être l'accusé ou un simple spectateur. Nadine était appuyée contre le chambranle de la porte, en face de son père, les bras croisés. Elle n'avait pas décroché un mot depuis l'espace événementiel. La pièce était petite. 5 personnes, en comptant le chat. Mais le silence la remplissait comme l'eau dans un navire en train de couler, montant, oppressant, et laissant de moins en moins d'espace pour respirer. Diane a regardé le tablier sur le mur, puis l'acte, puis moi. Sa bouche s'est ouverte, et 9 années de préjugés se sont déversées. Pourquoi tu ne nous l'as pas dit? Sa voix s'est brisée sur le mot « dit ». De la façon dont un verre se casse, s'envoler en éclats, mais en se fendant au milieu, créant 2 moitiés nettes, séparées par un bord tranchant. Nous sommes ta famille, Wanda. Comment as-tu pu nous cacher ça? Nous avions le droit de savoir. J'étais assise sur le bord de mon bureau, les bras croisés, ma tasse de café posée derrière moi, encore chaude. Vous n'avez jamais posé la question. 5 mots. Calme. Au même volume que j'utilisais pour dire à un sous-chef, le risotto a besoin d'1 minute de plus. Quoi? En 9 ans, vous ne m'avez pas demandé une seule fois ce que je faisais réellement. Vous avez décidé que j'étais serveuse, et vous vous en êtes tenu à ça. Elle a changé de tactique. Les larmes sont venues vite. Des larmes entraînées. La façon dont les larmes viennent, quand on les utilise comme moyen de pression depuis 30 ans. Nous aurions pu t'aider. Nous aurions pu faire partie de tout ça. Tu nous as exclus. Tu m'as exclu. Je n'ai pas haussé le ton. Je n'en avais pas besoin. À chaque Thanksgiving, à chaque carte de Noël, à chaque fois que tu as dit à Claire Henderson que je travaillais dans la restauration, à chaque fois que tu as dit à l'église que j'étais faite pour ça. Elle a tressailli à la dernière phrase. Elle ne savait pas que je l'avais entendue. C'est toi qui m'as exclu, ai-je répété, et tu as appelé ça de l'amour. Gérald a posé sa main sur l'épaule de Diane, par réflexe. Il tendait toujours la main vers elle quand elle pleurait, non pas parce qu'il croyait à ses larmes, mais parce que stabiliser Diane était le seul rôle qu'il savait jouer. Diane a plaqué sa main sur sa bouche. Ses yeux étaient rouges. Les larmes étaient réelles, maintenant. Pas celles de la mise en scène, mais le genre de larmes qui coulent, quand on n'a plus aucun moyen de manipuler l'histoire. Je n'ai pas bronché. J'ai attendu. Diane a tenté une dernière approche. Je n'ai jamais voulu te blesser. Sa voix était lourde de quelque chose, qui se voulait ressembler à du regret. J'essayais de te protéger. Je voulais juste. Tu voulais me mettre à la table des enfants, à Thanksgiving, parce que je te faisais honte devant les Henderson. La pièce s'est vidée de son air. Les pleurs de Diane se sont arrêtés instantanément. Comme un robinet s'arrête de couler, quand on serre la poignée d'un coup sec. Point. Comment as-tu? Margaret a transféré la chaîne de mai par accident. J'ai fait une pause. Laissant le mot « accident » se dissiper. Celle où tu as qualifié ma vie de pathétique. Gérald a regardé le sol. Sa main est retombée de l'épaule de Diane.
Nadine, depuis le pas de la porte, maman. La bouche de Diane a remué. Aucun son n'en est sorti pendant 4 secondes. Puis, c'était. J'avais besoin de me défouler. Je ne le pensais pas, si, tu le pensais. Et ce n'est pas grave. Parce que ça m'a dit tout ce que j'avais besoin de savoir. Le visage de Diane a changé. La culpabilité s'est fissurée. Et quelque chose de plus ancien a émergé, quelque chose d'hérité. Ma mère disait les mêmes choses sur moi. Sa voix était toute petite, dépouillée de toute mise en scène. À propos de mon travail à la caisse, à propos de l'appartement à Bridgeport. Elle disait que je ne serais jamais plus, que la condition dans laquelle j'étais né. Elle a regardé l'acte sur le mur. Je voulais juste plus, pour vous, les filles. Alors tu aurais dû vouloir plus pour moi, ai-je dit. Pas seulement pour Nadine. C'est rentré. Je l'ai vu faire mouche, comme on voit un couteau heurter une planche à découper. Net, précis, et définitif. Diane n'avait pas de réponse. Elle se tenait dans mon bureau. Mon bureau, dans mon bâtiment, dans mon restaurant. Et pour la première fois en 9 ans, elle n'avait plus rien à dire. Gérald a pris la parole, ensuite. Il a fait un pas dans le bureau, pour la première fois. 2 pas, juste assez pour être à l'intérieur. Wanda, je suis. Il a dégluti. Je suis fier de toi. Sa voix était rauque. Comme du papier de verre sur du bois mouillé. Il le pensait vraiment. Je pouvais le deviner, parce qu'il arrivait à peine à sortir les mots. Et Gérald Walsh ne luttait avec les mots, que lorsqu'ils étaient vrais. Je n'avais pas besoin que tu sois fier, ai-je dit. J'avais besoin que tu sois bienveillant. Sa bouche s'est ouverte, puis refermée. Il a regardé le tablier sur le mur, puis l'acte à côté. Sa fille, assise sur le bord d'un bureau, dans une pièce située au-dessus d'un restaurant, qui valait plus que sa pension de retraite et sa maison réunie. Il n'a eu aucune réponse, parce qu'il n'y en avait pas. On ne peut pas être bienveillant de façon rétroactive. On ne peut pas effacer 9 années de, au moins, ta sœur a une vraie carrière. Je me suis tourné vers Nadine. Elle n'avait pas bougé du pas de la porte. Je n'étais pas au courant pour l'email, a-t-elle dit. Je le jure. Tu as répondu avec un emoji qui pleure de rire, et tu as dit que maman avait un peu raison. Nadine est devenue livide, le genre de pâleur qui commence au col, et qui grimpe vers le visage. Tu n'as jamais été cruel exprès, ai-je dit. Mais tu aimais être la préférée. Tu aimais que je sois le point de comparaison, qui te mettait en valeur, et tu n'as jamais pris ma défense, pas une seule fois. Ce n'est pas. Je veux dire, je pensais que. Tu pensais ce que maman t'avait dit. Que je valais moins. Et tu n'as jamais vérifié. J'ai laissé ça infuser. Puis, j'ai regardé mon père. Au moins, l'une de nous a une vraie carrière, n'est-ce pas, papa? Il n'a pas répondu, mais ses yeux se sont posés sur l'acte sur le mur, sur les 4,7 millions d'euros, et sur le nom de sa fille en encre noire. Le silence était absolu. Je me suis levé de mon bureau. Je ne coupe pas les ponts. Je ne vous bannis pas du restaurant. Je ne vais pas vous punir. Diane a levé les yeux. Un éclair de quelque chose. De l'espoir, peut-être, ou du soulagement. L'instinct d'une femme qui s'attendait à l'exil, et à qui l'on proposait des conditions. Mais j'ai besoin que vous compreniez une chose. Je n'ai pas caché tout ça, pour vous humilier. Je ne l'ai pas gardé secret, par dépit. Je les ai regardés un par un. Maman, papa, Nadine. 3 personnes, debout dans une pièce, avec un tablier encadré, un acte de propriété, un chat endormi, et le poids accumulé de 9 années de choix. J'ai gardé le silence, parce que j'avais besoin de savoir si vous m'aimeriez sans cela. Si vous me respecteriez sans le montant en euros. Si vous me poseriez une vraie question sur ma vie. Une seule question. Qui ne serait pas une comparaison avec Nadine. Vous pouvez venir en visite. Vous pouvez manger ici. Vous pouvez le dire au Henderson. Je m'en fiche, maintenant. J'ai pointé du doigt le tablier sur le mur. Mais ça reste. Parce que ce tablier vaut plus à mes yeux, que n'importe quelle chose pour laquelle vous avez célébré Nadine. Il signifie que j'ai construit ça, avec mes propres mains. Mes mains. Pas une SARL,
pas une carte de visite. Ces mains-là. Je les ai levées, couvertes des cicatrices d'une décennie de coups de couteau et de poils brûlantes. Calleuses, à la base de chaque doigt. Et la prochaine fois que quelqu'un demandera ce que je fais, vous pourrez leur dire la vérité, ou bien vous pourrez continuer à leur dire que je suis serveuse. De toute façon, je posséderai toujours ce bâtiment demain matin. Je les ai accompagnés jusqu'à la porte d'entrée, et je l'ai ouverte. Le froid de décembre est entré, comme une expiration. Joyeux Noël. Ils sont sortis. Diane a regardé en arrière, une seule fois. J'ai fermé la porte. J'ai verrouillé la porte, j'ai éteint les lumières de la salle à manger, et je suis remonté à l'étage. Percy était sortie de sous le bureau, et s'était assise sur ma chaise, clignant des yeux vers moi, comme si elle avait personnellement orchestré toute la soirée, et attendait une évaluation de sa performance. Je me suis assise, je l'ai prise dans mes bras, et je l'ai posée sur mes genoux. Le bâtiment était silencieux. Le genre de silence que l'on sent avoir mérité, comme l'accalmie après un long service, quand chaque assiette a été envoyée, que chaque poste de travail est propre, et que l'on peut enfin s'entendre respirer. Mon téléphone a vibré. Oncle Henri, j'ai entendu dire qu'il s'était passé quelque chose. Tu vas bien? J'ai répondu, mieux que bien. Sa réponse, j'ai attendu cet appel pendant 9 ans. J'ai ri, doucement, seul dans mon bureau, avec un chat, un acte de propriété, et une légère odeur de café. Le matin de Noël. Pour la première fois en 32 ans, je ne suis pas allé chez mes parents. À la place, j'ai ouvert le restaurant. Pas pour le public, mais pour mon personnel. Un brunch de Noël privé, pour les 12 personnes qui me connaissaient le mieux. Rosa, Marco, Damon, Priya, Jamie, le barman, les hôtes d'accueil. Les gens qui se présentaient tous les jours, et qui ne m'avaient jamais demandé, pas une seule fois, de justifier mon tablier. J'ai cuisiné des œufs bénédicts au saumon fumé, des mimosas fraîchement pressés, et des roulés à la cannelle, tirés d'une recette que Marcus m'avait donnée pour son dernier Noël au Bellamies. Rosa était assise en bout de table. Elle m'a regardé, par-dessus son mimosa. Qu'est-ce que ça fait? J'y ai réfléchi. J'y ai vraiment réfléchi. C'est comme si j'avais enfin retiré un tablier que je ne voulais pas porter. Elle a levé son verre. Joyeux Noël, patronne. Joyeux Noël. Le mois de janvier est arrivé, calme, comme le mois de janvier l'est toujours. Froid, sobre, et dépouillé de ses décorations. Ma mère m'a envoyé un SMS, le 14 janvier, pouvons-nous venir dîner? Pas, pouvons-nous parler, ni, pouvons-nous nous expliquer, ni, pouvons-nous nous excuser. Un dîner, au restaurant. J'ai dit oui. Ils sont venus un mardi. La soirée la plus calme de la semaine. Cette autre table était occupée. Un bruit de fond fait de couverts, et de conversation à voix basse. Diane était différente. Pas transformée. La transformation prend des années, nécessite généralement un thérapeute, et parfois un miroir dont on ne peut détourner le regard, mais elle était plus discrète. Elle a étudié le menu, sans faire de commentaires sur les prix. Elle a commandé le flétan. Elle ne l'a comparé à rien de ce que Nadine avait accompli. Gérald a commandé le steak. Quand il est arrivé, il en a coupé un morceau, l'a mâché, et a dit, c'est vraiment très bon. Simple. Pas de nuance, pas de comparaison, pas de, au moins, ta sœur. Juste un simple, c'est vraiment très bon. J'ai hoché la tête. Merci. Nadine m'a envoyé un SMS séparé, le lendemain. Pas un message de groupe, un message direct. Je suis désolé. Pas pour maman, pour moi. Pour avoir ri, pour l'émoji, pour ne jamais avoir posé de questions. Pour les 9 années passées assise sur une chaise, qui a été construite sur ton dos. Je suis désolé. Ce n'était pas suffisant. On en était même loin. Mais c'était un début. Et un début, c'était plus que ce que j'avais reçu en presque une décennie. Je n'ai pas prolongé la conversation. Je ne l'ai pas réconforté. Je n'ai pas dit que ce n'était pas grave, ni que je lui pardonnais. Ces mots viendraient plus tard, ou peut-être pas. De toute façon, le pouvoir de décider m'appartenait, désormais. Ils viennent une fois par mois, maintenant. Une réservation permanente. La table 12, près de la fenêtre. Je me joins à eux quand j'en ai envie,
et non quand on m'y convoque. Cette différence est fondamentale. Voici ce que 9 années de silence m'ont appris. Les gens qui vous aiment vous trouveront dans la cuisine. Ils vous poseront des questions sur la sauce. Ils viendront vous voir, un mardi. Les gens qui aiment votre réussite ne se pointeront qu'une fois l'acte de propriété signé. Les deux font partie de la famille, mais il n'y a qu'à une seule catégorie que l'on donne les clés. Voilà mon histoire. 9 ans, un bâtiment, et 4 mots à travers un interphone. Si ceci vous a rappelé que votre valeur ne se mesure pas à l'aune de ceux qui croient en vous, partagez-la avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Laissez un commentaire, abonnez-vous, et on se retrouve dans la prochaine.